L'enregistrement est en cours. Super. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être venus. Merci d'être parmi nous ce soir. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un sujet. Pardon, un instant, j'ai un souci ici. Non, excusez-moi. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un sujet qui va nous permettre de comprendre l'IA à l'ère de 2026. Mais avant de plonger dans notre méthode, permettez-moi de vous présenter Gassin AI qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir tenir cette session. Alors, Gassin AI, c'est notre propriété. C'est cette communauté sénégalaise qui a pour objectif de populariser l'intelligence artificielle et les technologies de la donnée euh, dans les écoles, universités et autres. Donc, voilà. Maintenant, d'aborder le méthode, j'aimerais juste poser une question. Est-ce que vous allez bien, guys? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vraiment vous êtes chaud à découvrir les bases du deep learning? Vous pouvez réagir sur le chat, soit un petit pouce ou bien, voilà, derrière lui, les prêts, les autres. J'espère que vous aussi vous êtes chaud. Super, 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 c'est bien. Alors aujourd'hui, nous allons explorer l'un des piliers les plus importants de l'intelligence artificielle moderne, qui est le deep learning. Alors, derrière les assistants conversationnels comme ChatGPT, Claude et autres, se cache une technologie qui a profondément transformé le monde de l'IA, le deep learning, comme vous le savez. Mais comment est-ce que ces modèles apprennent-ils? Pourquoi sont-ils si performants? Et surtout, quelles sont les notions fondamentales à comprendre pour débuter dans ce domaine passionnant? Alors, c'est précisément ce que nous allons découvrir dans cette session interactive où vous pourrez poser vos questions et intervenir. Et pour nous guider, nous aurons le plaisir d'accueillir Monsieur Aziz Balma qui va nous décortiquer vraiment les concepts essentiels de cette thématique. Alors, tout à l'heure, je vais vous partager un lien, Linktree, qui va vous permettre de pouvoir suivre Gazette AI dans tous ces différents types de réseaux. Comme ça, vous n'allez rater aucun de nos meet-ups. Et voilà. Donc, Aziz, allô Aziz, tu es là, tu es avec nous. Allô Aziz, on t'entend pas. Bonjour. On t'entend pas bien. Je pense que tu es en souci avec son micro. Allô Aziz, tu nous reçois. Je pense qu'il y a un souci avec ton micro. On te reçoit pas. Si je suis en train de parler. Allô, bonsoir à tous. Alors voilà, voilà. Vous m'entendez maintenant? Voilà, on t'entend. Ah, Donc, je laisse la parole. d'accord. Et voilà, fais-nous rêver. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, c'est visible. Ok. Donc les gars, après, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Après, Inch'Allah, Aziz, il va bien pas. Ok. Merci, Masek, pour l'introduction. Comme tu l'avais dit, ce soir, on va parler du deep learning, surtout les bases du deep learning. Et je me nomme Abdulaziz Balma, je suis étudiant en troisième année d'ingénieur en data, spécialité data et intelligence artificielle à l'SMT. Et je suis également euh, ambassadeur Galsen AI au sein de mon établissement. Donc, comment va se dérouler la section? Tout d'abord, nous allons commencer par le concept de base, où on va expliquer les notions telles que l'intelligence artificielle, le machine learning, le deep learning. Ensuite, on regardera les exemples concrets d'application ancrés dans le monde réel. Puis, on va entrer dans le fonctionnement technique des réseaux de neurones artificiels,
des réseaux de neurones convolutifs ainsi que les réseaux de neurones récurrents. On va terminer par une introduction aux architectures telles que les transformers. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Le concept de base. Qu'est-ce qui distingue réellement l'IA, le machine learning et le deep learning? Donc, il faut savoir que l'intelligence artificielle, c'est un système intelligent capable de reproduire les capacités cognitives humaines chez les machines. Tandis que le machine learning, c'est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle capable d'effectuer des tâches en apprenant et en s'améliorant à partir des données. Aussi, le deep learning, c'est un sous-ensemble du machine learning, système pour apprendre depuis les données en imitant la manière dont le cerveau humain traite l'information avec les réseaux de neurones qu'on va essayer de voir tous ensemble. Donc, avant de parler proprement du deep learning, revenons au machine learning. Le machine learning se divise en trois grandes familles. On a d'abord l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. Donc, l'apprentissage supervisé, on donne au modèle des données étiquetées. Et par exemple, des photos accompagnées des mentions chien et chat. Et le modèle va d'apprendre à travers ces données étiquetées. Il apprend à reproduire ces étiquettes sur de nouvelles données. Donc, on y trouve principalement deux tâches, la classification ainsi que la régression. Donc, tandis que l'apprentissage non supervisé, les étiquettes des modèles découdrent par lui-même des structures de données, par exemple, regrouper des clients par comportement d'achat, ce qu'on appelle le clustering. Et enfin, on a l'apprentissage par renforcement. Un agent interagit avec un environnement, il prend des actions et apprend par essai-erreur à partir des récompenses ou pénalités qu'il reçoit. C'est typiquement ce qu'on utilise pour entraîner des agents à jouer des jeux ou piloter des robots. C'est quoi la différence fondamentale entre le machine learning et le deep learning? Avec le machine learning, comme on le voit ici, un humain doit d'abord définir manuellement quelles caractéristiques regarder dans les données. Par exemple, pour une image, il doit regarder les contours, les formes, les couleurs, avant que le modèle ne fasse une classification. Et avec le deep learning, qui est ici, cette étape d'extraction des caractéristiques est réalisée automatiquement par le réseau lui-même, directement à partir des données brutes. Cette capacité à apprendre ses propres représentations qui explique pourquoi le deep learning a permis des progrès aussi spectaculaires sur les données complexes, comme les images, les sons, ainsi que le texte. C'est la différence fondamentale qui existe entre le machine learning et le deep learning. Maintenant, voyons les applications du deep learning. Donc, on va parcourir deux grands domaines, la vision par ordinateur et le traitement du langage naturel, qui sont les principales applications du deep learning. Le computer vision. Ici, on a la classification. Le modèle doit classifier une image. Si, par exemple, c'est une image de chat ou de chien, il doit classifier l'image tout entière si c'est une image de chat ou de chien. Ensuite, on a la classification et la localisation. Donc, ici, le modèle apprend à classifier ainsi qu'à localiser à travers les bounding box, des rectangles, les caractéristiques. Et enfin, on a l'objet détection. Ici, il regroupe la notion de classification ainsi que la localisation. Donc ici, il apprend à travers une même image à déterminer différents objets. Par exemple, si c'est un chat, il
le modèle va mettre un rectangle pour montrer que c'est un chat. Et si c'est un chien, le modèle va mettre un rectangle là-dessus pour montrer que c'est un chien. Ensuite, nous avons la segmentation. Donc ici, la segmentation attribue une classe à chaque pixel de l'image. Par exemple, dans une image contenant 3 voitures, tous les pixels appartenant aux voitures sont étiquetés voiture. Donc ici, on remarque que les pixels qui appartiennent aux voitures sont tous de la même couleur. Ainsi que les pixels appartenant au label route sont étiquetés route. Tous les pixels appartenant au ciel également sont étiquetés ciel. Ça, c'est la segmentation sémantique. Maintenant, ici, on a la segmentation par instance. Donc, ici, la segmentation par instance va plus loin. Elle attribue une classe à chaque pixel. Elle distingue également chaque objet individuel dans une image avec 3 voitures. Par exemple, ici, pour chaque objet, il va pouvoir déterminer, il ne va pas donner la même couleur à chaque objet. Ici, on voit que l'objet qui est ici est bleu, ici jaune. Ensuite, on a la segmentation panoptique sémantique. Cette segmentation regroupe la segmentation d'instance ainsi que la segmentation sémantique. Et donc, le but, c'est de fournir une compréhension complète de chaque pixel de l'image, qu'il appartient à un objet individuel ou une région de fond. On a aussi 2 autres applications du computer vision. À gauche, on a la détection et le suivi des visages dans une foule. Par exemple, il est utilisé pour sécuriser lors des contrôles d'accès. À droite, on a le même principe appliqué au sport qu'on appelle l'objet détection. Donc ici, chaque joueur sur le terrain reçoit un identifiant suivi en temps réel, ce qui permet de produire des statistiques des positions, de la vitesse, de la distance parcourue, ainsi. Donc, par exemple, pour la reconnaissance faciale, des modèles comme FaceNet ou RCFace sont beaucoup utilisés. Maintenant, pour l'objet tracking, on utilise souvent les modèles comme YOLO avec suivi des algorithmes comme le DeepShore ou le ByteTrack pour pouvoir suivre chaque individu. On passe maintenant au traitement du langage naturel, une autre branche du deep learning. Donc ici, on a la classification des tests. Donc, ici, la classification des tests permet de trier automatiquement des documents. Par exemple, permet de trier si c'est un document concernant la technologie, le sport ou autre. Également, on a les résumés des tests. Les résumés des tests permettent de condenser beaucoup de documents en un peu. Donc, pour la classification, on utilise des modèles comme BERT. Il y a aussi ces variantes comme DistilBERT, qui est un peu plus léger. Donc, mais pour le résumé des tests, on utilise des modèles comme BART T5, qui sont entraînés spécifiquement pour générer un texte plus court à partir des textes longs. Une autre application de l'NLP, c'est l'analyse des sentiments. Par exemple, on donne un texte en entrée et un avis client, par exemple, et le modèle prédit si le sentiment exprimé est positif, négatif ou neutre. Par exemple, en entreprise, c'est exactement ce qu'on utilise
pour surveiller en temps réel la réputation d'une marque. On a aussi, une autre application du NLP qui est la reconnaissance d'identité. Donc, à partir des textes bruts décrivant un incident, le modèle identifie automatiquement les éléments importants, c'est-à-dire la date, l'heure, le lieu. Donc, ici, on peut utiliser des bibliothèques comme SpaceSci, une bibliothèque un peu plus utilisée. Ou également, on peut utiliser des modèles comme le BERT fine-tuning, spécifiquement pour la reconnaissance d'identité. Donc, on va passer maintenant aux fondamentaux des réseaux de neurones. Du neurone unique jusqu'au cycle complet d'entraînement d'un réseau. C'est quoi un neurone artificiel? Donc, à gauche, on a un neurone biologique qui reçoit des signaux à travers les dendrites et transmet ces signaux. Il traite ces signaux et les transmet à travers l'axone aux autres neurones. Donc, le neurone artificiel reproduit ces principes de façon simplifiée. Chaque entrée x1, x2 et x3 est multipliée par un coefficient qu'on appelle poids et ensuite additionné par le biais. Donc, le tout, on additionne le tout avec le résultat. Donc, ce résultat est passé maintenant aux fonctions d'activation qui va déterminer la sortie de cette neurone. Donc, cette opération est simple, mais répétée plusieurs fois, constitue la base de tout réseau neuronal. Donc, les fonctions d'activation servent à introduire la non-linéarité dans les réseaux. Sans elle, peu importe la taille, un réseau de neurones ferait que des combinaisons linéaires, ce qui limitait énormément sa capacité à apprendre des relations complexes. Donc, les plus utilisés aujourd'hui, on a la fonction relue. Et on a aussi la fonction sigmoïde et la fonction tangente hyperbolique qui sont aussi utilisées. Ici, on a la structure complète d'un réseau de neurones simples, les perceptrons. Donc, on prend un exemple, une image où on a la lettre 6 là-dessus. Donc, c'est une image de taille 28. Donc, on aura une entrée 28 fois 28, ça fait 784. Donc, chaque pixel correspond à une entrée. Donc, ces entrées vont passer par une couche cassée qu'on appelle le hidden layer, ainsi qu'une couche sortie qui va classer à travers une probabilité si c'est une classe 1, si c'est une classe 2, c'est-à-dire une lettre 2, ou bien si ça correspond à la lettre 6, jusqu'à la lettre 10. Maintenant, comment l'information circule dans un réseau neuronal? C'est ce qu'on appelle la propagation en avant ou forward propagation. Donc, l'information entre dans les neurones d'entrée et traverse la couche cassée. Donc, chaque neurone, il calcule une somme pondérée de ses entrées à travers le poids plus les biais et puis applique une fonction d'activation. Après avoir appliqué la fonction d'activation, la sortie maintenant est transférée aux autres neurones qui appliqueront à leur tour, qui multiplieront à leur tour le poids ainsi que les biais et appliqueront à leur tour également une fonction d'activation.
Donc, pour rendre tout ça concret, prenons un exemple avec des valeurs réelles au départ. Au départ, les poids et puis les biais du réseau sont initialisés, souvent de manière aléatoire avec des petites valeurs, comme on le voit ici. Donc, on initialise d'abord les poids ainsi que les biais. Donc, le réseau va calculer une première prédiction avec des valeurs initiales. Ainsi, il va le comparer avec la bonne réponse, puis ajuster progressivement ses poids. Donc, l'entraînement n'est rien d'autre que voilà, l'optimisation des poids et des biais dans un réseau neuronal. Donc, pour ajuster les poids, il faut d'abord mesurer à quel point le réseau se trompe. C'est le rôle de la fonction de PET qui va calculer l'erreur totale. Donc, plus la valeur est petite, plus le modèle performe. Donc, ici, les YI correspondent à la valeur prédite, aux valeurs prédites par le modèle. Les YI chapeau, c'est les valeurs exactes. Et on calcule la fonction de PET à travers cette formule. C'est quoi le principe des règles de dérivation en chaîne? On sait que les réseaux de neurones, chaque réseau de neurones prend en entrée les valeurs précédentes d'un autre réseau de neurones. Donc, par exemple, ici, pour calculer les dérivées partielles de les neurones en sortie, en fonction de l'entrée X, on peut le décomposer suivant cette façon. Donc, la dérivée partielle de ces neurones par rapport à l'entrée X est égale à la dérivée partielle du neurone B et multiplié par la dérivée partielle du neurone A sur la dérivée partielle du neurone A et du dérivée partielle du neurone X. Donc, c'est une façon simplifiée de calculer le gradient en utilisant le principe de la règle de la chaîne. Passons maintenant au backpropagation. La rétropropagation permet d'ajuster les poids du réseau en propageant l'erreur de la sortie vers l'entrée. Donc, ici, on calcule la contribution de chaque poids à l'erreur totale grâce à la règle de la chaîne de dérivée partielle. Donc, l'erreur totale est la somme des erreurs de chaque sortie E01 et E02. Donc, chaque étape est répétée à chaque itération d'entraînement en combinaison avec la descente des gradients pour mettre à jour les poids. Donc, ici, comment on ajuste concrètement les poids par la descente des gradients? Donc, vous pouvez imaginer la descente des gradients comme une colline et que vous voulez descendre jusqu'en bas. Donc, à chaque étape, vous regardez la pente sous vos pieds. Par exemple, pour quitter ici à ici, cela va correspondre à un pas. Donc, ici, on appelle ça, c'est ce pas-là qu'on appelle le learning rate, qui correspond, on va dire, à la vitesse d'avancement ou à la vitesse de descente. Donc, pour pouvoir initialiser les poids précédents, le nouveau poids, on utilise les poids précédents, plus on fait une soustraction du learning rate multiplié par la dérivée partielle de la fonction de PET par rapport au poids. Donc, c'est de cette façon qu'on fait pour pouvoir recalculer les différents poids.
Par exemple, ici, pour pouvoir mettre à jour les différents poids. Donc, l'entraînement n'est rien d'autre que la mise à jour des poids afin de trouver les poids les plus optimaux qui permettront de faire de la classification ou de la segmentation. Maintenant, on va passer au réseau de neurones convolutifs. Donc, on vient de voir le cycle complet d'un réseau de neurones classique à travers la propagation avant, le calcul de la perte, la rétropropagation ainsi que la descente des gradients. Donc, voyons maintenant une architecture spécialisée pour les images, les réseaux convolutifs. Donc, ça, c'est une architecture complète d'un réseau convolutif. Donc, ici, par exemple, si on veut faire de la classification, avant d'arriver ici, au niveau de la classification, il va passer par une première étape qu'on appelle le feature extraction. Cette étape va extraire les caractéristiques permettant au réseau de neurones de classifier, par exemple, si c'est un cheval, un zèbre ou un chien. Donc, l'image d'entrée, il va passer d'abord par plusieurs blocs de convolution. Ensuite, on ajoute une fonction d'activation. Donc, plusieurs blocs de convolution, plus la fonction d'activation. Et ensuite, on passe au pooling. Donc, ces étapes permettent d'extraire les caractéristiques permettant au modèle, au réseau de neurones, de pouvoir classifier plus facilement. Et également, on a ce qu'on appelle le flatten layer. Le flatten layer, lorsque les caractéristiques seront extraites à travers la convolution plus le pooling, il va convertir ces matrices à un vecteur qui sera ensuite l'entrée de ces réseaux de neurones. On prend l'exemple ci-dessus. Imaginez qu'on voulait classer et classifier une image. Par exemple, imaginons que celui-ci, c'est la lettre 0. Donc, les pixels noirs sont représentés par 1 et les pixels blancs sont représentés par 0. Donc, on va prendre cet exemple simplifié. Considérons que la taille, ça fait 6. 6 fois 6, ça fait 36. Si on voulait prendre un réseau de neurones classique pour faire la classification, on allait avoir plusieurs entrées. Vous voyez déjà que 6 fois 6, ça fait 36. Donc, pour que le modèle puisse apprendre et corriger les poids et les biais, ça risque de prendre longtemps. Et si, par exemple, si c'est une image de 74 fois 74, ça fait plus de 780 entrées. Donc, c'est l'une des buts des réseaux de neurones convolutifs, c'est-à-dire pouvoir simplifier d'abord la matrice, afin d'avoir une matrice un peu plus, où les dimensions sont un peu plus réduites. Donc, on continue à travers cet exemple. Imaginons qu'on voulait classer la lettre 0 à travers cette matrice. Donc, les zéros les points blancs sont représentés par 0 et puis les points noirs sont représentés par 1. Donc, la convolution, c'est quoi? On va appliquer à cette matrice un filtre, un kernel des dimensions souvent 3 x 3. Donc, on applique le filtre, on parcourt le filtre-là à travers la matrice et puis on fait la convolution. La convolution, ce n'est rien d'autre qu'on prend le premier, on multiplie par le premier,
Ensuite, on prend le deuxième, on multiplie par le deuxième ici. On prend le troisième, on multiplie par le troisième et on calcule la somme totale. Ensuite, on peut ajouter un biais de plus ou moins 2 pour avoir la matrice, pour avoir le tableau des caractéristiques qu'on appelle le future mass. Donc, à travers ce tableau de caractéristiques, le tableau de caractéristiques va contenir les caractéristiques permettant de déterminer si l'image s'agit d'une lettre ou bien d'un chiffre quelconque. Après avoir déterminé le future mass par la convolution, on passe maintenant au pooling. Donc, avant de passer au pooling, on applique maintenant une fonction, la fonction d'activation ReLU. Et ensuite, on passe au pooling. Le pooling n'est rien d'autre. Bon, la fonction d'activation ReLU, c'est quoi? Toutes les valeurs nulles. Il remplace toutes les valeurs nulles par 0 et toutes les valeurs négatives par 0 plutôt, et les valeurs positives par 1. Par exemple, ici, le 1 reste toujours 1. Moins 1 se transforme à 0. Le moins 2 également se transforme à 0. Puisqu'on a appliqué ici la fonction ReLU. Donc, après avoir appliqué la fonction ReLU, on obtient cette matrice qu'on applique maintenant le max pooling. Le max pooling n'est rien d'autre que, par exemple, on prend une matrice 2 x 2 et puis on regarde le pixel qui est le plus élevé. Et puis, on remplace tout par ce pixel-là. Donc, ici, c'est 0. Donc, ici, c'est 0 également. Ici, c'est 1. Donc, ici, c'est l'architecture complète d'un réseau de neurones convolutifs simplifié. Donc, au début, on a les pixels. On a la matrice des pixels. On va d'abord lui passer à un filtre, à un kernel. Et ensuite, on ajoute un biais pour avoir cette matrice des caractéristiques. Donc, la matrice des caractéristiques contient les informations nécessaires permettant au modèle, au réseau de neurones de classifier, de pouvoir déterminer si c'est les chiffres en question. Donc, après cette matrice des caractéristiques, on applique une fonction, la fonction ReLU, qui transforme les valeurs positives en 1 et les valeurs négatives à 0. Donc, après ça, on applique le max pooling, c'est-à-dire on prend une matrice de 2 x 2, par exemple, ici, et on regarde le plus grand valeur. On prend le plus grand valeur ici, comme c'est 1, et ici comme c'est 0. Ici également comme c'est 1, et ici comme c'est 0. Donc, après avoir fait le max pooling, il y a cette étape. Cette étape transforme la matrice en une sorte de vecteur qu'on appelle flatten. Donc, après avoir transformé la matrice là en vecteur, on va le passer maintenant au réseau neuronal. Donc, en multipliant chaque entrée par le biais. Oui, chaque entrée par le biais plus par le poids plutôt, plus le biais. Et ensuite, on applique une fonction d'activation softmax. On fait la somme ici, et ici, à la fin, on applique une fonction d'activation ReLU. Donc, cette fonction maintenant va donner une sorte de probabilité. Il va donner une sorte de valeur. Si la valeur correspondante est positive, il le transforme en 1. Si la valeur correspondante est négative, il le transforme en 0. Donc, ici, on voit très bien que, voilà, il a classifié. Si c'est 1, ça veut dire qu'il a trouvé que la matrice donnée au départ, il s'agit de 0. Si c'est négatif, voilà, ça veut dire qu'il s'agit d'un autre. Donc, il classifie ici à la fin que il classifie ici à la fin, voilà, la sortie, pour montrer que voilà, c'est la valeur 0. Donc,
Ensuite, on va passer au réseau de neurones récurrents. Donc, cette partie va introduire la notion de mémoire dans un réseau de neurones, donc indispensable pour le traitement des données séquentielles telles que les textes surtout, aussi les sons. Donc, le principe, c'est quoi? Donc, qu'est-ce qu'un réseau de neurones récurrents? C'est une architecture conçue pour traiter les données de façon séquentielle, des textes, des séries temporelles ou l'autre compte. Donc, ici, on a la notion de l'état caché. Par exemple, un état, on introduit la notion de l'état caché. Un état HT est mis à jour à chaque pas et transmis au suivant, permettant au réseau de se souvenir du passé. On a aussi le poids partagé. Donc, les mêmes poids sont utilisés à chaque étape, quelle qu'en soit la longueur de la séquence. Donc, à chaque instant T, les réseaux combinent l'entrée XT ainsi que la précédente HT-1 pour produire une sortie. Donc, ici, ils utilisent une autre façon d'entraînement. Donc, la rétropropagation à travers le temps, en sommant les pertes de chaque part de temps. Donc, l'architecture globale d'un réseau de neurones récurrents qui est conçu pour traiter des données séquentielles telles que les textes, les séries temporelles ou les audios, contrairement au réseau de neurones classiques qui traitent, eux, des images. Donc ici, la sortie de chaque étape va dépendre de l'entrée. De l'étape précédente. Donc, à chaque part de temps, qu'on nomme X0, X1 jusqu'à XT, le réseau reçoit une entrée XT. Il va mettre à jour son état caché via les poids. Son état caché via les poids W. Donc comment est calculée la perte? La perte, elle est calculée à chaque étape et ensuite on fait la somme de toutes les pertes de chaque étape. Donc, c'est de cette façon que sera utilisé pour entraîner les réseaux via la rétropropagation à travers le temps. Donc, l'inconvénient de ces réseaux de neurones récurrents, c'est quoi? Il y a 4 limites majeures. D'abord, il y a ce qu'on appelle la disparité des gradients. Même sur de longues séquences, le signal d'apprentissage devient trop faible pour les premières étapes. Donc, le modèle n'apprend pas bien les dépendances qui sont un peu lointains. Donc, à l'inverse, également, on peut aussi avoir une explosion du gradient où les valeurs deviennent un peu instables et doivent être bridées artificiellement. Ensuite, le fait que les données sont faites de façon séquentielle, donc chaque étape va dépendre du précédent. Donc, cela va entraîner le fait qu'on ne pourra plus, ce serait impossible de paralyser, puisque avant de traiter une étape, il faudrait l'étape précédente. On a aussi le fait que la mémoire est limitée, avec des variantes comme LSTM ou les jurys, la capacité à retenir l'information sur des longues séquences reste restreinte. Donc, c'est pour cela qu'on a les transformeurs. C'est quoi les transformeurs? Les transformeurs représentent aujourd'hui l'architecture centrale du deep learning moderne. Il est introduit en 2017 et ils ont été remplacés. Ils ont remplacé les modèles séquentiels traditionnels
grâce à un mécanisme d'attention entièrement parallélisé. Il est capable de capturer efficacement les dépendances globales dans les données. La scalabilité exceptionnelle a permis l'émergence des grands modèles de langage comme les LLM qu'on a, GPT, BERT, des modèles T5 par exemple. Il ouvre la voie à des capacités de compréhension et de généralisation inédites. Les transformers constituent désormais les bases techniques des modèles des systèmes dits avancés. Donc ici, on a l'architecture globale des transformers. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Donc, on a vu de l'IA au deep learning, voilà, on a vu une hiérarchie des systèmes qui apprennent à partir des données, les neurones artificiels, ainsi que la backpropagation, qui est le socle mathématique de tous les réseaux, qui est le CNN. Donc, les transformers ont introduit la notion de l'attention pour pallier au problème des réseaux neuronaux récurrents, qui est la base, il est aussi la base des LLM actuels comme GPT, BERT ou T5. Donc, pour conclure, on est parti d'une question de vocabulaire, c'est-à-dire la différence entre l'intelligence artificielle, le machine learning, le deep learning. Et on a vu que le deep learning se distingue par sa capacité à apprendre directement ses propres représentations à partir des données brutes, sans intervention humaine. On a ensuite vu que ces capacités ouvrent la porte à des applications concrètes en vision par ordinateur, comme le traitement du langage, permet la détection d'objets et l'analyse des sentiments, par exemple. Donc, ce sont ces technologies qu'on croise déjà tous les jours sans forcément s'en rendre compte. Ensuite, on est rentré dans le mécanisme, le neurone artificiel, la propagation avant la fonction de PET ainsi que la rétropropagation, combinée également avec la descente des gradients, qui sont des socles qui permettent à n'importe quel réseau de neurones d'apprendre. Donc, à partir de ces socles, on a vu 3 grandes familles d'architecture, donc chacune composée, chacune adaptée à un type de données. Par exemple, les CNN pour l'information spatiale des images, les réseaux de neurones récurrents pour l'information séquentielle, et enfin les transformers qui répondent aux limites des réseaux de neurones récurrents grâce aux mécanismes d'attention et qui sont aujourd'hui les moteurs des grands modèles comme GPT ou BERT. Donc, si vous devez retenir une idée de la présentation, c'est quoi? Donc, tout le deep learning repose sur le même principe, c'est-à-dire apprendre à partir des données, donc, à résoudre une tâche. Ce qui change d'une architecture à l'autre, c'est simplement comment cette représentation est construite en fonction de la nature des données. Donc, merci pour votre attention. Je suis disponible pour vos questions. Non, merci beaucoup. Bravo, Aziz, pour cette belle présentation. Je pense que là, maintenant, on va attaquer les questions. Je pense qu'il y en a pas mal au niveau du chat. Alors, on va un peu remonter. Alors, voilà, lui, c'est fait la liste, je sais pas c'est qui. Il dit, est-ce que tu peux revenir sur la segmentation sémantique, la partie segmentation que tu avais abordée plus tôt? D'accord. La partie segmentation, oui. Attends. Oui. La question, c'est quoi? J'allais demander si tu peux revenir sur la segmentation sémantique. Je pense qu'il va déjà juste expliquer, donner plus d'explications concernant ce point. Ok. Donc, la segmentation sémantique, on va dire que ça permet
de regrouper chaque pixel d'un objet. Par exemple, ici, la segmentation sémantique, il regroupe toutes les pixels concernant le label voiture. Il donne à une couleur, il attribue à une couleur donnée. Et également pour le sol, également, il attribue, tu vois. Pour les piétons également, il attribue. Donc, cela est utilisé, par exemple, pour la conduite autonome, pour pouvoir déterminer les classes, les piétons, voilà. Super, je pense que... Donc, Vas-y, mais vas-y. par contre, la segmentation d'instance, il va permettre de, malgré que ce sont des voitures différentes, il va classer, il va délimiter chaque objet avec, avec une couleur donnée. Par exemple, la couleur de cette voiture n'est pas la même que cette voiture et n'est pas la même également que la voiture qui est ici. Et c'est ce même principe qui est utilisé, par exemple, pour compter les objets. Par exemple, si on voulait compter voilà, les voitures également, la segmentation par instance permet de faire ça. Et si la segmentation sémantique permet, par exemple, permet de pouvoir délimiter, par exemple, des maladies. C'est des maladies des tumeurs, par exemple, du cerveau. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que oui, s'il fait le dessin. Je pense que voilà, c'est assez complet. Maintenant, il y a As qui demande comment le deep learning permet de faire un résumé de texte. Je pense que pour cette Bon, partie, le deep learning, vas-y, vas-y. Genre, tout à l'heure, au début, je suis parlé d'analyse de texte. appelle, Les modèles à utiliser pour faire des résumés de texte. Maintenant, lui, je pense qu'il doit savoir comment ces modèles font ce résumé. ok. D'abord, on va passer par plusieurs étapes. Donc, par exemple, si les tests sont d'abord découpés en chunks, oui, c'est-à-dire en petits morceaux. Et ces morceaux vont être convertis en tokens en tokens. Et voilà, ces tokens vont être convertis en vecteurs. On aura à travers ces vecteurs-là, on va calculer maintenant les embeddings, c'est-à-dire que, voilà, on calcule les embeddings de ces vecteurs. C'est comme une représentation spatiale de chaque mot. Pour dire, par exemple, cet mot, c'est par rapport à un tel mot. Par exemple, ce mot est proche à ce mot, par exemple. Et voilà. Et à la fin, le modèle va apprendre ces vecteurs-là, c'est-à-dire ces tokens-là, pour pouvoir générer de nouveaux mots. Ça peut être, par exemple, on va dire, presque le même principe. C'est la sortie qui va différer. Par exemple, s'il s'agit du fait du résumé automatique, ou bien il s'agit du fait de la classification, ou bien même de l'analyse des sentiments. Super. D'accord. Bon, pour ma part, est-ce que je peux rajouter quelque chose, Aziz? Oui, oui, tu peux ajouter. Ouais, juste, ce que je vais rajouter déjà. Après tout ce process, pour que les autres qui ne sont pas trop ne puissent comprendre. Et après avoir fait tout ce process, après la vectorisation et autres, le modèle va procéder à deux étapes. Ça va faire l'extraction, prendre tout ce qui est mots-clés, phrases-clés et autres, après puis faire ce qu'on appelle une abstraction, là où il va vraiment reformuler comme l'aurait fait un humain. Mais ça, bien sûr, toujours à l'aide de ce que tu viens d'expliquer concernant les réseaux de neurones et autres. Donc, c'est tout ce que je voulais rajouter. Ok, merci pour la contribution, Masek. Merci beaucoup. Alors, il y a Ahmed qui parle d'auto-apprentissage. Je pense que ça, c'était
lorsque tu étais en train d'expliquer. Je sais pas. Oui, C'est Ahmad. Je vais y revenir oui, oui, pour prendre la oui, parole. oui, ça s'appelle le taux d'apprentissage, oui. Mhm. Je pense que j'ai juste donné une analogie pour que les gens puissent comprendre, mais voilà, l'appellation exacte, c'est le taux d'apprentissage qui va être multiplié par la fonction de perte Super, super. pour pouvoir calculer le gradient. Super, super. Je ne sais pas si il est là pour peut-être. Ahmad, est-ce que tu peux euh, prendre la parole ou bien? Oh, d'accord. Après, il y a Boubou qui dit, vu que le deep learning est plus performant que le machine learning, pourquoi continuer d'utiliser ce dernier? hum, bon, tout dépend. On va pas dire, bon, tout dépend des données au fait. Il y a certaines données qui sont, voilà, qui sont plus appropriées au deep learning. Par exemple, si vous voulez faire de la classification d'images ou de la segmentation, c'est plus bénéfique pour vous d'utiliser le deep learning. Par exemple, pour les données tabulaires, on utilise généralement le machine learning. Et pour le deep learning, on utilise les données non structurées, qui peuvent être le son, voilà, l'audio plutôt. Oui. D'accord. Alors, moi, je vais en profiter pour poser une question. Est-ce que ça ne va pas Oui. dépendre de l'objectif, du problème que tu as en face de toi? Effectivement, ça va dépendre de l'objectif. Souvent, le deep learning, voilà, et le machine learning peuvent faire le boulot en question. D'accord. Donc, ça dépend de ce qu'on va faire. Si on a Par besoin de exemple, faire. si vous voulez faire, par exemple, du credit scoring, voilà, vaut mieux peut-être utiliser, il y a des algos de machine learning qui sont aussi puissants pour, pour régler certains problèmes, tels que les XGBoost. Donc, pas besoin d'utiliser du deep learning pour certains cas. D'accord. Donc, pour une simple tâche de classification, par exemple, euh, pour ce cas, tu suggères qu'on utilise du ML ou bien du deep learning? Pour la classification des tests, Non, pas de texte, juste, on va dire, tu vas déterminer si, par exemple, les mails, c'est un spam ou pas. tu dis, je t'entends pas très bien. J'ai dit, si je veux déterminer si un mail est un spam ou pas, Oui. ça, tu vas faire un détecteur de spam. En ce cas, tu préfères utiliser, ou bien tu aurais suggéré d'utiliser du deep learning ou bien du machine learning. Donc, je pense que pour ces cas particuliers, le deep learning est, le deep learning est mieux. Super. Par exemple pour le cas de détection des spams, il y a des modèles de deep learning qui sont légers, comme FastTest, qu'on peut utiliser. D'accord. D'accord. Il faut noter également que tout dépend des données. Par exemple, si ce sont des données non structurées, comme les textes, on va utiliser, la logique voudrait qu'on utilise directement le deep learning. Voilà. Et si ce sont des données, voilà, tabulaires, on peut utiliser le machine learning. On priorise d'abord peut-être le machine learning. Ensuite, voilà, si le modèle ne performe pas, on essaie de voir, de changer les hyperparamètres ou bien de faire du feature engineering pour voir. Si on utilise toutes ces méthodes et que ça ne marche pas, on peut peut-être aller vers maintenant les deep learning pour voir. Donc, l'objectif également de l'apprentissage, c'est quoi? Bon, les gens ne veulent pas utiliser les modèles lourds. Si le machine learning peut résoudre un problème, pourquoi aller utiliser des modèles lourds en deep learning? D'accord. Très instructif en tout cas. Mhm. Euh, on garde ça en mémoire pour les futurs projets. Alors, d'accord. Merci beaucoup pour cette question.
Après, il y a Fatima qui dit, pour toi avoir un petit résumé pour nos débutantes, je ne comprends pas tous ces maths. Je pense qu'elle s'est perdue lorsque tu as expliqué tout ce qui était Euh, convolution ah, et autres. ok. Bon, je ne sais pas si je peux revenir pour une dernière fois. Par exemple, euh, sur cet exemple, imaginons euh, on voulait faire une classification. Par exemple, cette matrice, on voit que c'est 0. Comment faire de telle sorte que voilà, le modèle arrive à reconnaître que c'est 0. Donc, le modèle, il va passer par plusieurs phases. Il va passer par, voilà, ici, le modèle va passer par plusieurs phases qu'on appelle d'abord par la phase d'extraction des caractéristiques. Donc, cette phase va permettre au modèle d'avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir dire que cette image-là, c'est un zèbre, ou bien c'est un chien, ou bien c'est un cheval. Donc, après cette phase d'extraction des caractéristiques, on aura une matrice un peu plus réduite. Le but également de cette architecture CNN, c'est d'avoir une matrice un peu plus réduite pour donner au réseau de neurones artificiels là, puisque lors de l'entraînement, le neurone va apprendre à optimiser ou bien on va dire quoi, à donner les poids et les biais les plus optimales pour pouvoir faire la classification. Est-ce que vous me comprenez? Donc, l'exemple le plus simplifié, c'est ça. On prend, par exemple, une image, la lettre 0, et une image n'est rien d'autre qu'un ensemble de pixels, une matrice de pixels. Voilà. Le point noir, on représente par 1, et les points blancs, on représente par 0. Donc, la phase convolutive, c'est quoi? Pour extraire les caractéristiques qui permettra au modèle d'apprendre de cette image-là. On va passer par une phase, la convolution. La convolution, on utilise une matrice de 3 fois 3 habituellement. Voilà. Et puis, on passe, voilà, on passe aux matrices. On calcule, par exemple, le premier point, on multiplie par le point du kernel. Et ensuite, on fait une sommation. On va trouver une sommation, on va trouver 3. Oui, 3. Ensuite, on peut ajouter un biais. En fait, on fait également la convolution pour toute la matrice. Et on va remplir cette matrice future, c'est qu'on appelle la matrice des caractéristiques. En sorte, c'est cette matrice qui contient toutes les informations nécessaires qui va permettre au réseau de neurones de pouvoir classifier l'image en question. Donc, après avoir extrait les caractéristiques, voilà, ces caractéristiques, on applique une fonction ReLU pour pouvoir voilà, réduire. Par exemple, en appliquant la fonction ReLU, les, les, les points positifs restent positifs, les points positifs sont remplacés par 1 et les points négatifs par 0. Donc ici, on voit que c'est 1, 1. Les points négatifs, on remplace par 0 et les points positifs restent les mêmes. Après cette phase également, on a le max pooling. Le max pooling également permet de réduire cette matrice des caractéristiques post-ReLU. Donc ici, il prend une matrice 2 fois 2, ici, et puis il regarde la plus grande valeur. Il prend la plus grande valeur. Ici, la plus grande, comme ici, tout c'est 0, donc c'est 0. Ici également, il prend la plus grande valeur, 0, ici. Donc après, ça c'est une manière de simplifier vraiment le réseau de neurones convolutionnels. Sinon, il y a plusieurs phases de convolution et de max pooling, de convolution et de max pooling. Et ensuite, lorsqu'on aura voilà, le max pooling final, on applique le flatten pour transformer cette matrice-là en vecteur. Et l'entrée de chaque vecteur va correspondre à l'entrée voilà, à l'entrée du réseau neuronal qui est ici. C'est le réseau neuronal là, qui est là. Donc, voilà. Après avoir appliqué à la sortie,
on applique une fonction d'activation relu également pour pouvoir faire la classification finale. Et à la fin, on obtient, si on obtient voilà, une valeur positive qui est remplacée par 1 et une valeur négative qui est remplacée par 0. Et comme c'est 1, ici, si on avait le label 0 et ici un autre label, comme ici c'est 1, donc forcément, il va prédire que l'humain ici correspond à 0. Donc, c'est de cette façon que voilà, le modèle, l'architecture CNN fonctionne. Je ne sais pas si Fatima a maintenant une idée claire là-dessus. Bon, elle a laissé un peu du pouce, donc je pense que c'est un peu plus clair pour elle. Et il y a aussi As qui dit merci, certainement pour la réponse. Donc, il y a Bingo qui veut reprendre la parole. Bingo, tu peux y aller. Tu peux activer ton micro. Allô? Oui, allô, Bingo, on te reçoit. Ok, super. Déjà, merci pour cette opportunité d'apprendre un peu plus sur le sujet du deep learning. Merci également à Balma pour sa présentation. Déjà, la première chose, c'est de savoir si on pourra avoir le lien par rapport à l'enregistrement et puis également par rapport à la présentation. Et puis, la deuxième chose, c'est peut-être, vu qu'on a parlé de deep learning et puis de machine learning, le débat de peut-être l'objet ou bien des données qui va nous permettre de faire le choix entre le deep learning ou le machine learning. Bon, c'était un peu mon cas. Je suis actuellement sur un projet. Bon, débat, je suis pas donc data scientist ou autre. Voilà, je suis purement de l'éducation nationale. Et là, j'apprends un peu à m'initier au machine learning et puis au deep learning. Donc, je travaille sur un projet de prédiction de résultats aux examens, par exemple du BPC, avec des données des élèves qui vont de la 6e jusqu'à la 3e. Je ne sais pas si chez vous, c'est le même cycle. Le premier cycle, c'est de la 6e jusqu'à la 3e. Donc, à partir de leur rendement scolaire de la 6e jusqu'à la 3e, avec leur relevé, essayer de voir si on pouvait prédire leurs résultats au niveau du BPC et dans quel cas, avec la prédiction, faire des recommandations pour que l'élève puisse améliorer ses capacités avant l'échéance de l'examen. Donc, c'est de savoir si finalement, vu que lorsque tu as présenté un peu les deux modèles, machine learning, il fallait donc l'intervention de l'homme pour faire le choix des futurs. Alors qu'avec le deep learning, on met les données brutes et puis bon, le deep learning, voilà, se charge de faire donc cette liaison-là pour pouvoir sortir quelque chose de potable. Donc, c'était de savoir par rapport à un tel projet, quel finalement serait si c'est le deep learning, le machine learning qui serait assez intéressant par rapport au projet que je suis en train de mener. Donc, c'est un peu ma question. Merci en tout cas pour tout. Merci Kwasi pour ton intervention. Je vais d'abord répondre à ta dernière question. Par exemple, ton objectif, c'est de prédire le résultat des élèves ou des étudiants dans un futur proche, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Oui. Donc, pour ça, tu as déjà les données. Les données, bon, c'est sous forme, je ne sais pas, on va dire sous forme tabulaire. Chaque élève va correspondre à un ID, n'est-ce pas? OK. Voilà. Oui. Par exemple, tu auras les résultats, par exemple, du 6e, de la seconde, et jusqu'à de la terminale, tu veux prédire, n'est-ce pas? Bon, de la 3e, c'est le 6e, 5e, 4e, 3e. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Donc, tu as déjà les données. Genre, tu as déjà les données. Par exemple, maintenant, tu vas regrouper les données, voilà, peut-être dans un fichier CSV de façon organisée. C'est-à-dire, voilà, tu auras les ID de chaque étudiant. Voilà. Tu auras les colonnes également 6e jusqu'à la 3e.
Donc, Ah, ok. l'objectif, c'est de prédire les résultats. Bon, on va considérer que les résultats, c'est la moyenne annuelle, n'est-ce pas? Oui, bon, il y a la moyenne annuelle et puis il y a l'examen même du BPC, vu que c'est deux éléments. En troisième, on passe le BPC. Mais Oui, celui qui a la moyenne annuelle a un avantage de pouvoir être repêché, donc il y a tous ces aspects-là qui interviennent. Mais voilà. l'idée, c'est plus le BPC, vu que Voilà, c'est à ce niveau-là qu'il y a l'échec. Voilà. voilà, c'est plus Voilà. le BBC. Donc, voilà, donc le but, c'est de prédire le BBC. Donc, les colonnes Mhm. vont aller peut-être de la sixième à la troisième Mhm. et également du Oui, BBC, les prédictions finales du oui, BBC. Donc, oui. chaque colonne va représenter, par exemple, la colonne 1 va représenter sixième, Mhm. la classe de sixième. On aura les notes de toutes Les les- matières. bon, on va pas dire matière, puisque ton idée, ce n'est pas prédit si un étudiant on va dire quoi, si un étudiant va réussir à une matière ou donner, ton idée, c'est de prédire si l'étudiant en question va avoir son examen, n'est-ce pas? Oui, mais au-delà, faire des propositions pour améliorer c'est-à-dire les matières où il n'est pas performant. D'accord, donc C'est-à-dire, en même temps, faire des recommandations en même temps, vu que c'est pas seulement des prédits, mais au-delà, faire des recommandations. Est-ce que, voilà, où ils doivent plus travailler pour pouvoir faire de telle sorte qu'on puisse prédire après, par la suite, qu'il peut être admis ou autre chose. En fait, il puisse améliorer son rendement, quoi. En fait, oui, c'est l'idée. C'est-à-dire en deux étapes. Prédire d'abord, oui, si il doit échouer, où il oui, doit travailler, oui, voilà, en fait, donc, bon, notre idée, déjà, c'est de voir d'abord si la personne va réussir son examen ou pas, n'est-ce pas? voilà, c'est Donc, ça. si on a ça, voilà, on peut, le reste, on peut les regarder de façon manuelle même. Genre, regarder sur les bulletins, les trucs, sur le bulletin, les matières où la personne ne performe pas. Ok. Donc, l'idée d'abord, c'est la réorganisation des données. C'est comme je te le disais, Mhm. tu vas réorganiser les données de façon tabulaire, de telle sorte à regrouper pour chaque étudiant donné. Par exemple, tu peux l'écrire sur un fichier CSV, par exemple. Les ID des Ok. étudiants, les colonnes pour chaque année. Les colonnes pour chaque année, ça correspond aux classes. Et là-dedans, tu auras les matières et tu auras les trucs. Tu auras la moyenne annuelle plutôt. Le moyen, oui, oui. Donc, au final, c'est de prédire le BPC. Donc, quand tu Mhm. vas finir de constituer ces datasets-là, ces données-là, Mhm. donc ici, on voit que, par exemple, tu vois ici l'image là, le machine learning, Oui. on va dire il y a deux problématiques. Soit c'est de la classification. Par exemple, classer un objet donné, c'est tel type d'objet, ou soit c'est la régression. Donc, dans ton cas, on va dire que c'est de la régression au fait, puisque tu vas prédire peut-être la moyenne que la personne aura au BPC. Tu vois un peu. Ça peut être 16, 17, voilà, 15, etc. Donc, lorsque tu auras les données là, voilà, ça sera une machine learning supervisée. Supervisée, c'est-à-dire quoi? Tu vas diviser les données en train, en test et en train, validation et test. C'est-à-dire que quoi? Tu auras, tu vas récolter le premier fichier, c'est quoi? Le premier fichier va contenir les données. Par exemple, tu vas récolter les étudiants qui ont déjà passé les examens du BPC. Est-ce que tu m'entends? Oui, 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 oui. Je te Oui, les suis. étudiants qui ont déjà passé les examens du BPC et qui ont déjà les Oui, oui. résultats. Tu vois? Ok. Mhm. Ils ont, tu peux voir si la personne a eu combien de moyenne. Et puis, tu récoltes les données de ces années antérieures également. Donc, ça veut dire que ton modèle va apprendre, apprendre à travers les résultats vrais, c'est-à-dire les étudiants qui ont eu les BPC, la moyenne qu'ils ont eu. Et il va prédire maintenant pour les nouveaux. Par exemple, pour les nouveaux qu'on ne connaît pas les résultats.
Tu vois un peu. Ah ouais. Donc, si tu, peut-être le problème, c'est d'abord réorganiser les données, de Ok. telle sorte d'avoir pour chaque étudiant son ID, les résultats de ses années précédentes, ainsi que les résultats finaux. C'est-à-dire les gens qui ont déjà passé les examens. Tu auras les résultats finaux si la personne a eu 15 de moyenne. Donc, le modèle va apprendre, par exemple, la personne a eu 15 de moyenne. Est-ce que les années antérieures, là, qu'est-ce qui a fait que la personne a eu 15 de moyenne? Est-ce que c'est la classe de quatrième qui a permis à la personne? Est-ce que c'est la classe peut-être de sixième qui a permis à la personne? Donc, tout ça va rentrer en compte. Ok. Donc, tout ça va rentrer en compte. Et lorsque le modèle va apprendre ça, il y aura un dataset de test également. Un dataset, c'est-à-dire où tu as les résultats vrais. Des gens aussi qui ont déjà, voilà, qui ont déjà passé les examens. Et ce dataset de validation va valider le modèle, voir si le modèle est performant ou pas. Et ensuite, maintenant, les tests, ça consiste à quoi? Tu peux prendre une petite échantillon également pour tester, voir est-ce que le modèle arrive à prédire la moyenne de chaque élève à partir des années, la moyenne des années antérieures. Donc, si c'est bien maintenant, si voilà, les résultats sont bons maintenant, tu peux aller maintenant en production, c'est-à-dire faire voilà, déployer ça de telle sorte que si on rentre la moyenne si on rentre, on insère la moyenne de chaque année, le modèle va pouvoir prédire la moyenne que la personne aura au BPC. Ok. Donc, bon, mais avant de maintenant, ça, tu vas passer par plusieurs processus. Par exemple, tu vas passer au processus qui est quoi, le nettoyage des données. Par exemple, tu auras des élèves qui n'ont pas peut-être les notes de la sixième, de cinquième. C'est ça. Donc, tu vas apprendre maintenant à peut-être à donner une moyenne, c'est-à-dire, voilà, est-ce que quelle moyenne tu vas donner aux gens où on n'a pas le bulletin d'une année, par exemple. Ok. Donc, tu dois également faire du feature engineering également. L'étape suivante, c'est-à-dire si tu traites les données, l'étape suivante, c'est du feature engineering. C'est-à-dire, c'est faire de telle sorte que le modèle se focalise sur un type de caractéristiques. Par exemple, on peut dire que peut-être c'est les colonnes 4, bon, l'avant-dernière colonne qui sont primordiales, par exemple la troisième et puis la quatrième. Tu pourras directement tu pourras peut-être permettre au modèle de déterminer la moyenne au BPC. Donc, tu peux remarquer, tu peux par exemple faire une corrélation, pour voir quelle colonne joue plus sur les résultats. Les colonnes qui jouent plus sur le résultat du BPC. Là, facilement, peut-être, tu peux voir que c'est la classe de quatrième et la classe de troisième, peut-être, qui jouent également sur les résultats du BPC. Donc, tu Ok. vas dire à ton modèle, voilà, il n'a qu'à se focaliser plus sur, ou bien donner un poids à ces colonnes-là. Tu vois un peu. Ok. Ok. Donc, l'idée de base, voilà, c'est une machine learning supervisée des régressions, puisque ce sont des données tabulaires. Les machine learning, des algos des machine learning qui peuvent facilement faire ça, sans passer par du deep learning. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup pour ta réponse. Voilà, et puis, Je ne sais pas s'il y pour a la d'autres première questions. question, Oui. savoir si on peut avoir le lien de l'enregistrement et puis de support, si possible, Oui. de la présentation. Est-ce que vous êtes inscrit par, je pense qu'il va si vous êtes inscrit là, il va vous envoyer par mail. Oui, Masek. Ok. Oui. Ouais, c'est ça. Alors d'abord, merci, Monsieur Bingo pour cette intervention. C'est vraiment un sujet très intéressant. Alors, concernant l'enregistrement, vous l'aurez bien sûr. Ça va être disponible sur la page YouTube de Gaysen AI. Et pour la présentation aussi, vous l'aurez via mail. Si vous êtes inscrit via le formulaire ou bien sur la plateforme, vous le recevrez. Si tout se passe bien, Inch'Allah. Donc, merci. Alors, Aziz, Ok. on Merci, va. merci à vous. Ok, merci beaucoup. Donc, je pense Il n'y a plus d'autres questions. voilà, on va vite terminer avec cette dernière question de Ahmad. Il dit merci pour la OK. présentation tout au début de votre intervention. Vous avez parlé d'une grande différence qui existe entre le machine learning et le deep learning. Et je n'avais pas bien entendu ce que vous avez dit, si vous pouvez revenir là-dessus. Donc, juste,
faire un bref résumé sur ce point, comme ça on pourra conclure. Bon, on va dire la grande différence d'abord, c'est les modèles, puisque le machine learning va utiliser un type de modèle, des modèles statistiques. Mais le deep learning va utiliser les réseaux de neurones qui sont un peu, voilà, qui essaient de reproduire le fonctionnement de notre cerveau, en fait, à travers les neurones biologiques. Donc, le deep learning reproduit, ça c'est de façon architecture d'abord. Mais de façon fondamentale, le principe c'est quoi? Au niveau du machine learning, vous devez faire une étape avant de donner vos données au modèle, c'est-à-dire l'étape de feature extraction. Par exemple, si vous voulez classifier cette image, si vous voulez faire du machine learning pour classifier l'image en question, ça sera quoi? Vous devez d'abord déterminer les sections qui permettent au modèle de se rendre compte que cette image-là, c'est un cadre ou bien c'est un autre objet. Donc, vous devez faire l'extraction des caractéristiques ici avant de donner au modèle. Mais par contre, au niveau du deep learning, vous n'avez pas besoin de faire cette étape-là. Ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez donner les données brutes au modèle et lui-même, il va essayer de voir la structure, essayer d'extraire les caractéristiques et essayer de classifier si l'image en question correspond à le cas ou bien c'est un autre objet. Ensuite, l'autre différence, c'est quoi? C'est au niveau des données. Donc, le deep learning, il a besoin de beaucoup de données pour pouvoir faire le travail. Par contre, le machine learning, on n'a pas besoin d'un très grand volume de données. Souvent, c'est ça aussi la différence. Et bon, on privilégie pour le machine learning, pour le deep learning plutôt, d'utiliser les données non structurées. Par exemple, les images, les textes ou bien les sons, on utilise le deep learning. Et par contre, pour les données tabulaires, là, on utilise généralement le machine learning. C'est ça un peu, les différences qu'on peut avoir du machine learning et du deep learning. Super, merci beaucoup Aziz. Je pense que la différence a été claire. Donc, je pense que là maintenant nous sommes arrivés au terme de ce meeting, n'est-ce pas? Ok, donc merci également pour votre présence. Je pense que, bon, on aura également une autre session pour parler en profondeur des modèles transformés qui est à la base des modèles qu'on a, des LLM qu'on a ici, comme ChatGPT et Gemini. C'est vrai que je ne suis pas rentré en profondeur. Donc, voilà, cette session d'abord, c'est pour présenter les bases et ensuite, on verra la suite. Ouais, Merci. donc, on espère ça suite. Merci beaucoup à toi. Donc, j'espère que cette session vous a permis à tout un chacun de mieux comprendre ce qui se cache derrière les technologies d'intelligence artificielle que nous utilisons aujourd'hui au quotidien. Nous avons découvert ensemble comment les réseaux de neurones apprennent à partir des données et pourquoi le deep learning est devenu un élément central de l'IA moderne. Donc, un grand merci à Aziz Balma pour son partage d'expérience, sa présentation. Et également, merci à chacun d'entre vous pour votre présence et surtout pour votre attention et vos questions. C'est une chose que vous avez vraiment apprécié le meetup. Alors, le deep learning est un domaine vaste et en constante évolution. Ce meetup n'est qu'un point de départ. Nous vous encourageons donc tout un chacun de continuer à explorer, à expérimenter et pouvoir construire vos propres projets pour transformer ces connaissances en compétences. Donc, pour rappel, vous aviez Abdelaziz Balma comme speaker, AI engineer et aussi ambassadeur dans la communauté Gassen AI. Et aussi vice-champion de la grande compétition Data2. Donc, vraiment, rajoutez-le dans vos réseaux, contactez-le vraiment, c'est une pépite. Donc, vous aurez la présentation ainsi que le lien de la vidéo YouTube via mail, ainsi que les contacts d'Aziz Balma. Si vous voulez davantage rentrer dans le sujet ou bien si vous voulez qu'il vous aide dans vos projets ou autres. Donc, merci à tous. Restez connectés pour nos prochains événements sur Gansen AI où nous continuerons ensemble à explorer les technologies qui façonnent l'avenir de l'intelligence artificielle. Donc, merci et à bientôt.